Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis Marc et on est live ce soir avec Aptine. Salut Aptine. Bonjour Marc, comment ça va ? Ça va, la forme, en pleine forme. Et avec un invité spécial ce soir, Antoine. Salut Antoine. Salut les gars, salut à tous. Antoine la bagarre, qui est venu avec vraiment une idée précise aujourd'hui. Tout à fait, toujours. Ouais, il est venu préparé. Antoine, un habitué de nos ligues Fantasy Ballers avec qui on a joué depuis au moins 3 saisons maintenant. C'est ça. Joueur émérite de Fantasy, fan des Dolphins et contributeur au podcast Dolphins France. Et tout à fait. surtout, kicker punter dans la vraie vie pour le flash de la Courneuve, c'est ça ? Exactement, ouais, tout à fait. Et les kickers sont des vrais joueurs, je tiens à le préciser, c'est très important. Ouais, Marc, alors les kickers, j'ai un énorme, les gars, mettons les choses au point dès le début. J'ai un énorme respect pour les kickers et les punters, qui sont très importants dans le jeu de NFL, mais pas du tout dans la fantasy, parce que c'est debatable, mais le truc, c'est que ça rajoute, c'est un jeu dans lequel on passe tellement de temps à essayer de réduire les incertitudes, de trouver des moyens de battre son adversaire, etc. Le kicker, c'est le truc vraiment le plus imprévisible, et c'est pas à cause de kicker, c'est à cause de l'opportunité que leur donne le coach ou le plan de jeu, et surtout le scoring de base du kicker, qui est donc 3, 4, 5 points selon la distance du kick, etc. Parfois moins 1 quand le mec il rate un pauvre kick de 56 yards au buzzer parce que les mecs étaient incapables d'avancer. Et ben il tourne toujours il peut aller de 0 à 25 points, et genre ce truc là sur un roster classique de 8 ou 9 joueurs, quand tu te fais battre par un kicker, je sais pas, moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'était le truc en trop. Et Antoine, je vais juste dire, c'est grâce à toi plutôt, grâce à toi qu'il y a encore un kicker dans Fantasy dans la Ligue FB, mais je crois que je vais le dégager cette année. Oh non, fais pas ça, me fais pas ça. Ne fais pas ça, ça m'a fait gagner beaucoup de matchs. Tu connais mes coups, ça m'a fait gagner beaucoup de matchs. Alors, Antoine, l'année dernière, je tiens à dire, on a une autre ligue entre potes, entre potes maintenant, mais sur Twitter, dans laquelle on teste souvent des nouveaux formats. L'année dernière, il n'avait pas pu se présenter à la draft, et il avait mis sur Sleeper, qui était à l'époque, l'année dernière, on avait démarré sur Sleeper. C'était un peu notre draft test et on connaissait pas trop comment ça allait marcher. Il avait foutu plein de kickers dans sa liste. Tout à fait. de pré-draft. Tout à fait. En disant comme ça je laisserai faire l'ordi, et en fait l'ordi il s'est dit le mec il a 4 kickers, je draft 4 kickers. Premier round kicker, deuxième round kicker. J'ai eu un bug sur mon téléphone à ce moment-là et du coup ça a fait 3 rounds en auto-pick et donc du coup 3 kickers. Bon, ouais, l'année a été difficile, on va pas se mentir. Alors les gars, pour cet épisode qui est un peu hors série, ce qu'on va faire, c'est on va parler de Dynasty Fantasy Football, un format qui je trouve est de plus en plus à la mode, ou peut-être parce que personnellement je m'y intéresse plus, que je vois beaucoup plus de Dynasty, mais c'est un format assez à la mode qui en gros, on va vous expliquer exactement ce que c'est et quelles sont les stratégies à adopter pour être fort en Dynasty. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les rookies ont une importance beaucoup plus forte, puisque c'est des joueurs qu'on va garder potentiellement plusieurs années dans le roster, et que du coup, même s'ils performent pas la première année, c'est pas très grave. Donc typiquement, les rookies sont draftés beaucoup plus tôt que dans une redraft classique. Et c'est pour ça qu'on a invité Antoine aujourd'hui, parce qu'Antoine suit de très près le football universitaire également. Il nous a fait souvent des petits comptes rendus les lundis, et donc on est là pour qu'il nous donne son avis sur les rookies, voir s'il est d'accord avec ce qu'on disait la semaine dernière. Et aussi, Antoine, je pense, si tu es disponible, on t'invitera 3-4 fois dans l'année pour nous donner une petite update sur ce qui se passe à l'université, ce qu'il faut regarder, et ce qui arrive en NFL pour les années qui suivent. Tout à fait. Et il y a du beau monde. Il y a du beau monde qui arrive. Parfait. Donc Dynasty, d'abord, est-ce que vous avez déjà joué dans une Dynasty, vous ? Non. L'année dernière, c'était une Dynasty l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était entre les deux, non, c'était une super flex. C'était une super flex. Super flex, mais en ce qu'on appelle redraft, je sais pas quel est le terme français. Mais donc Dynasty, du coup, moi j'en ai fait une, j'avoue que c'était la première. Et j'ai trouvé ça super sympa. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros une ligue où tu draftes la première fois quand tu démarres ta dynastie. Tu draftes
normal, comme on a l'habitude de le faire. Typiquement, des rosters beaucoup plus imposants. Ça peut aller jusqu'à une trentaine de joueurs dans le roster. Et dans lequel, une fois que tu as drafté, en fait, voilà, c'est le départ de la ligue et tu gardes tes joueurs d'une année sur l'autre. D'accord. Entièrement, tu gardes ton roster et tu peux faire des trades, évidemment. Ça encourage encore plus les trades selon les stratégies que tu vas adopter. Tu peux ajouter des joueurs par le waiver, mais bon, forcément, c'est très profond et il y a tellement de joueurs sur les bancs qu'il n'y a pas grand monde dans les waivers. Et tu peux ajouter des joueurs chaque année lors d'une rookie draft, qui du coup est une petite draft de 3 ou 4 rounds, typiquement, avec que les rookies. Donc là, par exemple, la dynastie qu'on a commencé l'année dernière, cet été, on va faire une rookie draft dans laquelle on pourra choisir les rookies qui viennent d'être draftés en NFL et les ajouter à notre roster et du coup dégager deux ou trois vétérans comme par exemple Drew Brees qui est dans mon équipe et c'est pour ça que je fais cet épisode, c'est pour pas que vous fassiez l'erreur de drafter Drew Brees comme je l'ai fait l'année dernière. Donc voilà, donc ça c'est en gros une dynastie, mais du coup le truc le plus important si vous voulez créer une dynastie, c'est d'être avec des joueurs qui sont vraiment là pour la durée, quoi. Qui sont là pour la durée, qui vont s'inscrire. Parce que je pense que dans une dynastie, ce qui est marrant, c'est vraiment de faire ça sur plusieurs années. C'est pas juste 2 ans. Faut vraiment avoir un horizon. Là, si on se lance cette année, je pense que je dis doucement parce qu'il y a ma femme qui écoute. À 45 ans, on sera encore en train de jouer à la dynastie. Ouais. Et donc, faut le faire, voilà, avec des gens qu'on aime bien, des gens qui sont actifs, des gens que tu sais, ils sont chauds et chaque année. Et surtout, ça rend le truc sympa pour l'intersaison, parce que pour les gens comme moi qui est en intersaison, bon, 1 mois c'est sympa, 2 mois c'est cool, mais à partir de fin mars, je commence à me dire bon, il se passe quoi en NFL? Je vais regarder un petit peu. Et là, il y a 4 mois avant qu'on puisse commencer à parler de fantasy. Bah là, pas du tout, parce que là, maintenant, c'est toute l'année. Pendant la free agency, il se passe des trucs forcément, donc peut-être qu'il y a des mecs à choper sur les waivers, peut-être qu'il y a des trades qui peuvent se faire. Après, il y a la draft NFL évidemment. Du coup, quelques semaines plus tard, il y a notre rookie draft, etc. Et il y a tout le temps, et je crois que je l'ai dit, mais je suis pas sûr, on peut échanger comme dans la réalité des choix de draft. Donc par exemple, on peut dire, moi je suis je sais pas, cette année, fin de l'année dernière, j'ai besoin d'un joueur, un vétéran pour essayer de m'aider à gagner un titre. Et par contre, du coup, je vais essayer d'attirer ce vétéran en donnant un autre joueur et un jeune joueur et un choix de draft au mec qui me le donne, parce que lui, il est pas dans le coup, tu vois. Donc voilà, grosso modo, les stratégies en dynastie, typiquement, il y en a deux gros groupes de stratégies, disons. Il y en a une où tu es en mode je gagne maintenant, win now. Donc là, c'est en général une fenêtre de 1 à 2 ans où il faut aller all-in. Tu as Derrick Henry, Dalvin Cook dans ton équipe et là, faut aller à fond. Faut arrêter. Faut pas que tu aies trop de rookies, de mecs pas sûrs, de mecs, tu vois, pour le futur. Faut blinder vraiment tous les postes et y aller à fond pour essayer de gagner le titre pendant cette fenêtre d'opportunité. Ou alors, tu es plus en mode reconstruction où tu as un horizon à 2-3 ans. Où là, du coup, ça peut être intéressant d'accumuler des choix de draft, d'accumuler des rookies, des jeunes, des mecs avec beaucoup d'upside, mais qui sont pas forcément prêts. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Jordan Love, si jamais Aaron Rodgers est tradé, tout d'un coup, Jordan Love, il a une belle opportunité, alors que l'année dernière, il jouait même pas. Donc accumuler des joueurs comme ça, des assets, et ça veut pas dire forcément que lorsque ça sera ton tour de vraiment aller pour le titre dans 2 ans, tu vas avec tous ces rookies là, mais potentiellement tu vas utiliser quelques-uns de ces assets là pour du coup aller chercher des vétérans également et renforcer ton équipe comme ça, tu vois. Donc typiquement pour illustrer avec un exemple, on peut dire, imaginons, voilà, il faut gagner tout de suite cette année. Il y a des mecs qui vont être pas chers à la draft ou pas chers tout simplement dans des trades parce que leur valeur est limitée dans le temps. Par exemple, Tom Brady, Chris Carson, Raheem Mostert, potentiellement Odell Beckham. Les mecs, on n'est pas trop sûr de leur avenir sur les 2-3 prochaines années, mais par contre, ils peuvent nous aider tout de suite. Si on peut les échanger contre, par exemple, Trevor Lawrence, qui a une valeur énorme en dynastie, puisque c'est un rookie, il a beaucoup de talent et on attend beaucoup de lui. Mais potentiellement, cette année, Brady va faire plus de points que Lawrence, si on pense.
on peut échanger Brady contre Lawrence en ajoutant, on prend Brady et peut-être un autre vétéran, je sais pas, Julio Jones ou Beckham. Si on regarde sur certains sites, par exemple The Score, ils font toujours des espèces de tableaux avec les valeurs estimées, tu vois, de joueurs de trade, y compris en dynastie. Donc là, si on regarde aujourd'hui sur The Score, tu vois que Brady et Beckham, par exemple, c'est à peu près équivalent à un Trevor Lawrence. Ou alors Brady et un choix de un deuxième round à la draft de l'année qui vient, de la draft rookie. Donc potentiellement, tu dis ok, je te donne mon choix de, je te donne mon choix de deuxième round et Brady, mais je récupère Trevor Lawrence, tu vois. Donc ça peut être ce genre de trade qui peut se passer, alors que forcément, dans une fantasy classique, ça n'existe pas. Donc voilà, donc c'est vraiment marrant. Je pense que c'est un truc que je peux recommander à ceux qui ont vraiment envie de jouer dans la durée. Et après, pour le reste, au jour le jour, c'est la même chose que ce dont vous avez l'habitude. Il faut gagner toutes les semaines, c'est pareil, il y a des playoffs à la fin, il y a un titre à la fin, il y a un mec qui finit dernier. La seule différence, c'est que ça continue, il y a une draft l'année d'après, et voilà. C'est certain. On peut faire comme les Texans, on a le droit de donner tous ces pics d'un coup pour avoir des joueurs qui sont intéressants. Très bonne question. En général, il vaut mieux alors déjà faire jouer avec des mecs avec qui on a confiance. Oui, bien mais sûr. Aussi pour. Tu peux avoir confiance à un mec et qu'il soit nul, hein. C'est pas. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Non, mais d'être nul, c'est une chose. Et par contre, de tank exprès ou de mettre de pas faire son équipe, par exemple, vers la fin pour essayer de finir dernier. Il y a des modèles pour essayer d'éviter ça. C'est une chose de faire un trade en disant bon, moi cette année je suis nul, ma saison est foutue, je vais te filer les quelques mecs qui peuvent aider encore cette année. Encore, imaginons, prenons le cas de Brady. Brady, il est dans mon équipe, mais j'ai eu 4 blessés, mon équipe est flinguée, j'ai plein de jeunes qui sont bons. Ça sert à rien que je regarde Brady parce que c'est pas dans 2 ans qu'il va m'aider. Par contre, c'est une opportunité pour le donner à un mec qui est fort, qui a une chance de gagner un titre. Brady peut l'aider dans les playoffs. Voir ce qu'il peut me donner en retour. Donc techniquement, j'affaiblis encore plus ma team pour cette année, pour la fin de saison, mais je le fais de manière intelligente. Tu vois, on peut pas dire que c'est tanking. Bien sûr. Par contre, si je m'amuse à laisser Brady sur le banc exprès pour essayer de perdre les matchs, ça c'est pas juste. Donc du coup, tu peux faire des trucs du style, tu regardes sur des sites comme Sleeper par exemple, tu peux voir le nombre de points potentiels, c'est-à-dire si tu avais mis le line-up parfait, combien de points t'aurais fait sur la semaine. Et tu peux dire, ok, pour la draft de l'année prochaine, on va faire le classement par potentiel au lieu de le faire par le classement réel, par exemple. Des trucs comme ça, tu vois, pour éviter de... Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est soit gagner maintenant, soit essayer de content dans 2-3 ans. Et du coup, pour une draft startup, comme on va en faire une mock tout de suite, techniquement, il y a les 2 options aussi. Hein. Il y a les 2 options. Tu peux essayer dès le départ, essayer d'accumuler des mecs qui vont être bons dans le futur, quitte à galérer un peu la première année. Ou tu peux essayer de faire, et c'est souvent la technique que font les gens qui arrivent un peu à la dernière minute en dynastie, comme c'était mon cas l'année dernière, et qui connaissent pas tous les rookies, te dire, tiens, il y a des mecs qui sont forts et qui sont vraiment au 10e, 11e, 13e round et tout, tu peux avoir un bon QB, genre Drew Brees, et il t'aide un petit peu, mais tu te retrouves avec lui qui prend sa retraite et t'as plus de QB après. Donc voilà. Juste avant de démarrer du coup cette mock draft et d'illustrer tout ça, quelques commentaires sur les posts et les petites différences qu'il peut y avoir avec une redraft. À commencer par le running back, parce qu'on dit toujours le running back, c'est super important, c'est peut-être le truc le plus important pour gagner un titre, d'avoir un running back élite dès le départ. C'est pour ça qu'ils sont souvent pris au tout début du premier round. C'est toujours la réalité, c'est le cas, forcément parce que semaine après semaine, il faut, vu que c'est les mêmes règles, il faut un running back qui peut t'aider. Mais au niveau de la draft, je pense que les running backs, il faut se méfier parce que c'est ceux qui ont la longévité la plus courte. En NFL, leur carrière, je crois, un truc en moyenne dure 2 ans et demi. Même pour les mecs élites, ils ont une fenêtre d'opportunité de 4 ans, rarement plus. Et pour ça, pour illustrer ça, il suffit de regarder, je vais m'amuser à vous dire, le classement des running backs en 2017, donc il y a 4 saisons en fantasy. Todd Gurley, Le'Veon Bell, Alvin Kamara, ok.
Kareem Hunt, Melvin Gordon, Mark Ingram, LeSean McCoy, Leonard Fournette, Carlos Hyde et Zeke Elliott. Donc ça donne une petite idée de, voilà, si tu draftes aujourd'hui... Ils sont plus tous au niveau. Hein. C'est ça, ils sont plus tous au niveau, et ceux qui le sont étaient rookies cette année-là. Donc si tu draftes là aujourd'hui, par exemple, McCaffrey ou Elliott, faut pas s'attendre à ce que dans 3 ans, ils soient encore dans le coup, tu vois. Ça serait assez rare. Et par exemple, des mecs comme Derrick Henry, 27 ans, ok, c'est une force de la nature, mais il sort de 2 saisons à 2 milliards, avec une utilisation monumentale, s'il jamais blessé. La logique voudrait qu'à un moment, il y ait une falaise et que sa performance baisse, quoi. Donc, faut se méfier avec ces gars-là. D'un autre côté, ça peut être encore une fois une opportunité. Si tu as envie d'aller all-in, tu dis, allez, je prends Derrick Henry dès la première année, j'essaie de gagner un titre direct, tu vois, en espérant qu'il soit fort toute l'année. Ensuite, côté... Et donc, du coup, les running backs, c'est très important chaque année pendant la rookie draft de remplacer des running backs, d'essayer d'en drafter un ou deux minimum chaque année. Côté quarterback, surtout en superflex, où du coup, on est obligé d'en faire jouer 2. Je pense que la valeur augmente par rapport à une redraft classique, simplement à cause de la taille des rosters. Si on fait des rosters de 25-30 personnes, il y aura facilement 3-4 QB par équipe. Si tu es dans une ligue à 12, ça fait une quarantaine de QB. Il y en a que 32 qui peuvent starter. Du coup, sur le waiver, il y a strictement personne pour t'aider. Donc, si t'en as que 2 et qu'il y en a un qui se blesse, c'est pas sur le waiver que tu vas en trouver un. Et ta saison va être galère. Donc, du coup, ça veut dire que c'est important d'en drafter minimum 2, voire 3 assez rapidement dans la draft. Pas forcément, pas tout de suite, mais dans les 7-8 premiers tours. De toute façon, on verra pendant la mock, ça se reflète dans les classements proposés par Sleeper. Et par contre, en plus, l'âge, c'est un peu moins un facteur, mais si tu prends un QB qui est jeune, dès le départ, tu es tranquille pour les 6-7 prochaines années, quoi, en général. Beaucoup plus qu'avec un running back. Et receveur, c'est un peu entre les deux. S'il performe, évidemment, s'il est bon, s'il est nul. Mais par exemple, Kyler Murray, qui est jeune, il n'y a pas de raison qu'il devienne nul du jour au lendemain. Oui. Là, ok. Et du coup, les receveurs, ils jouent un peu plus longtemps que les running backs. Ils ont une longévité un peu plus intéressante, surtout pour les stars. Et il y a une bonne corrélation en général. Ceux qui sont très forts dès leur année rookie, en général, ils restent forts assez longtemps. C'est rare qu'ils fassent. Parfois, il y a des running backs qui, l'année rookie, les mecs, ils sont ultra bons, et puis tout d'un coup, très rapidement, ils s'effondrent. Les receveurs, c'est moins le cas. Et en général, c'est plus facile de les obtenir via un trade aussi, parce qu'il y a un peu plus de profondeur, un peu plus de turnover. Donc, receveur, c'est un petit peu entre les deux, je dirais. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite mock? Bien sûr, avec plaisir. Ça, je pourrais prendre un kicker dès le premier tour. C'est possible, ça? Alors, en ton honneur, Antoine, j'ai mis pas de kicker dans le roster. Ah, merci, ça me fait plaisir. Je vois que ça me respecte beaucoup. Donc, ça sera une petite draft Superflex, du coup, Dynasty, demi-PPR, avec 2 running backs, 3 receveurs titulaires, 1 flex. Et on a mis 11 joueurs sur le banc, histoire de... On ira assez rapidement, mais histoire d'aller assez profond dans les joueurs pour essayer d'avoir quelques rookies dont vous avez peut-être pas entendu parler jusqu'à maintenant. Et que Antoine pourra, j'espère, nous donner quelques commentaires. Si vous avez des commentaires, des questions à poser, demandez dans les commentaires, dans le chat, et on va lancer ça dans une seconde. J'ai préparé quand même. J'ai mis mes lunettes de draft, je suis prêt. Allez, c'est parti. Alors, on a Aplin qui draft numéro 3 dans cette ligue de 10. Antoine, numéro 6. Et moi, numéro 10. Alors, l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que au 3e tour, ça s'inverse. Donc, du coup, au 3e tour, c'est moi qui draft en premier. Voilà. C'est une manière de... c'est une manière d'équilibrer un petit peu celui qui a le 10e choix et qui, du coup... est pénalisé au premier round. Ensuite, on inverse au 3e. Donc, on va lancer ça. Attends, je vais foutre en plein écran. Tac. C'est parti.
c'est allé vite là. Oui. Alors, Donc, Patrick Mahomes Mahomes, direct quatrième. Ok. et McCaffrey au deuxième. Donc, Captain, explique-nous un petit peu. Donc là, tu as quelques QB dans la liste, mais tu as aussi forcément tous les running backs que tu veux. Qu'est-ce que tu penses Je pense que je vais pas prendre Saquon Barkley. Après ce que je viens de dire sur les running backs. Bon Je connais pas du tout les dynasties, mais par rapport à ce que tu as dit, je pense que je vais aller sur un QB. Et je vois plus un upside avec Josh Allen que Kyler Murray. J'aurais même peut-être préféré Lamar Jackson à Kyler Murray, donc je vais aller sur Josh Allen. Parce que j'aime bien le supporting qu'à ce qu'il a, il est jeune, il est bien entouré, donc sur les années à venir, je vais plutôt miser sur lui. Très très bonne idée. Très bien. Bon, bah écoutez, moi, Milou, tu commences à me connaître maintenant. Là, ça devient intéressant parce que déjà, ouais, voilà. Alors juste pour les auditeurs, ceux qui ne regardent pas en direct, donc Alptine a pris Josh Allen, ensuite il y a Kyler Murray et Lamar Jackson qui sont partis. Maintenant c'est Antoine. Et moi je pars sur Dalvin Cook parce que c'est mon choix sûr. C'est mon choix sur Dalvin Cook. Je le prends quoi qu'il arrive toujours en premier tour quand je suis pas en autopic. Ouais. Donc en tout cas c'est mon choix sûr. Tu paniques week 10 et tu le trades. Ouais, week 2, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais. Donc ensuite, on a Justin Herbert, Saquon Barkley, Jonathan Taylor qui sont partis. C'est à mon tour en fin de premier tour, du coup. Donc moi, je suis assez tenté de prendre un QB et un joueur de champ. Donc je vois Dak Prescott qui est disponible. Il vient de signer un nouveau contrat. Il est là pour quelques années à Dallas. C'est une équipe dont la défense est nulle, mais l'offense est bonne, donc je pense qu'il va performer. Je vais prendre Dak Prescott. Bien, super choix. Et je vais aussi prendre. J'aime beaucoup Trevor Lawrence. Il sera plus disponible, je pense, qu'au 3e round, mais je vais prendre. Alors c'est là que j'hésite entre. Il y a pas mal de joueurs. Il y a Justin Jefferson qui est peut-être, à mon sens, le meilleur receveur dans ce format en dynastie, parce qu'il sera vraiment là pour plusieurs saisons. Sous-côté l'année dernière. Exactement, sous-côté. Il était passé un peu sous le radar. Il a fait une super saison. Peut-être Justin Jefferson, parce que après ce que j'ai dit sur les running backs, Alvin Kamara, Derrick Henry, c'est des joueurs qui peuvent me donner un gros punch une année, peut-être 2, mais pas forcément plus. Donc je vais tenter le coup. Je sais pas qui j'aurai en running back, mais je vais prendre Justin Jefferson avec Prescott. Il y a Trevor Lawrence, du coup, qui est arrivé. Trevor Lawrence est parti avec Kamara et Derrick Henry. Donc à toi, Antoine. Eh bien, écoute, tu ne me laisses pas le choix. Je prends Russell Wilson, le QB qui va revenir à son top niveau l'année prochaine, s'il évite de lancer dans les mains des receveurs, mais en tout cas, il y a de bonnes chances pour qu'il soit vraiment plus performant. La connexion sera meilleure aussi avec Metcalf. Et mine de rien, il est quand même mieux entouré. Alors, ils n'ont pas réglé le problème de la ligne offensive, mais ça reste un QB qui reste mobile et qui est capable de faire mal et de mettre 30 points ou 35 points quand il s'énerve. Ça reste quand même une bonne value, je trouve. Absolument. Ok, Tyreek Hill, AJ Brown qui sont partis. Entre-temps, Aptin. Je vois personne qui a pris une double QB, donc c'est dur là. Il y a l'énigme Joe Burrow qui s'est remis à lancer pas plus tard qu'il y a 3 semaines, qui commence à remettre un peu des dimes dans tous les sens. Il envoie 60 yards sur un pied, mais dans quel état physique? Ils n'ont pas renforcé la ligne tant que ça, les Bengals, sur l'intersaison. Ça reste quand même quelque chose de difficile. Même si, effectivement, j'étais d'accord avec vous dans votre épisode précédent, ils l'ont quand même entouré en prenant Ja'Marr Chase, qui est pour moi pas le meilleur receveur de cette QV de draft 2021, mais en tout cas un receveur avec une value plutôt très très haute et qui est capable d'être un game changer. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Najee Harris. Ok, loulou. Bon, c'est un petit rich. Non, c'est un petit rich, mais bon, CF, l'épisode avant, de toute façon, il va beaucoup avoir de ballons. Donc, avec Big Ben, qui est sûrement cette dernière année ou non, en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de
de volume, alors que lui, on va le tuer en 2-3 ans, donc ça sera. C'est exactement ça. Plus James Conner est parti, je pense qu'il est dans le mix pour être en 1. À mon avis, ils veulent en faire un Derrick Henry en puissance, ce qui doit faire plaisir à notre petit Napolitain, qui doit peut-être nous regarder. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des grosses values. Ouais. Mais lui, dans 3 ans, je vais devoir trouver un autre running back. Même dans 2 ans. Si c'est pas fait un croisé avant, on sait jamais. Ouais. Alors moi, je vais continuer sans running back pour le moment et je vais prendre DK Metcalf qui, je pense, a un peu. Tu as déjà fait le raisonnement pour Russell. DK Metcalf, il a encore une belle carrière devant lui et quelques belles années de production assez safe. Donc, je vais continuer avec DK Metcalf. Du coup, Joe Burrow, Swift et Davante Adams ont été pris. À toi, Antoine. Eh bien, écoute, pour ce 3e choix, je vais essayer d'équilibrer un peu et je vais partir sur Stefon Diggs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Joe Allen a quand même été parfaitement bien entouré et Stefon Diggs, il n'y est pas étranger. Et en fait, demain, tu enlèves Stefon Diggs de l'attaque de Buffalo l'année dernière. Joe Allen, ça reste Joe Allen d'il y a sur les 2 dernières saisons, c'est-à-dire un QB plutôt lambda, solide physiquement, mais qui ne fera pas plus. Et ça, il a été capable de sublimer son jeu. Alors, il est bien entouré, il a une co-coordination offensive avec un QB coach qui est spécifique dans l'appel. Mais par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stefon Diggs, il fera largement la différence. Et en plus, j'ai vu que Davante Adams était parti. Alors, celui qui aurait pris Davante Adams, il aura quand même été culotté parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est pour Aaron Rodgers. Et si c'est Jordan Love, c'est pas la même chose dans le lancer du ballon. Donc, mais il aura le syndrome de, comment il s'appelle, d'Andre Hopkins avec les merguez de QB qu'il avait et il faisait quand même ses stats. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Il est tellement fort, moi, je m'en fais pas trop pour Adams. Mais super pick, Diggs. Alors, Diggs, Dobbins, Kelsey qui part au milieu du 3e round. À toi, Aptine. Alors, et ça va, il reste du nom quand même. Il reste du nom. Ouais, mais en final, là, le ranking qu'ils proposent, je les trouve pas bons. Enfin, je préfère scroller, là, tu vois vraiment des gros noms. Donc, Non, c'est une bonne remarque et souvent, c'est l'importance de bien préparer ses drafts, surtout pour une dynastie dans laquelle on est embarqué pour plusieurs années, encore plus que dans une redraft. Préparez bien vos drafts, préparez vos playlists, mettez des kickers là où vous voulez mettre des kickers. Faites pas d'autopic, arrêtez avec l'autopic. Et faites-vous vos propres listes parce que c'est vrai que parfois, si on n'est pas d'accord avec celle-là, c'est difficile. Il y a des joueurs qui peuvent passer au travers sans qu'on les voit. Bon, j'adore CD Lamb, mais. Saison compliquée l'année dernière, CD Lamb. Saison très compliquée. Mais en même temps, bon, il y a deux facteurs quand même. Bon. Avec Dak, il était très bon. Avec Dak Prescott, il était très bon. Ouais, mais ils sont trop en plus. J'ai l'impression qu'il y a toujours 3-4 bons receveurs, donc c'est super compliqué. Exactement. Ils se partagent le ballon, c'est pas pareil. Kyle Pitts, j'aime bien, mais quand même un 3e. Non, tu sais quoi, je vais faire comme si c'était une draft pas de dynastie, tiens. Un choix pour moi plutôt sûr. Edward Hiller. Ouais. Donc il est quand jeune, il fera des stats. Oui. Donc du coup, tiens, Jamar Chase est perdu. Donc George Kittle, Ezekiel Elliott, Jamar Chase, CD Lamb. Ouais. Dommage, à un coup près, tu pouvais le récupérer. Ouais. CD, au moins je vais aller sur Kyle Pitts. Comme ça, j'ai monté end. Alors Kyle Pitts, faut savoir, c'est un joueur qui a explosé que vraiment sur les 2 dernières années. D'une part parce qu'il a une qualité de bloqueur, d'autre part parce que aussi il a été vraiment très bon dans la red zone. Franchement, pour être très honnête, Kyle Pitts, il a fait la carrière du QB qui a été Kyle Trask. Il lui a fait sa carrière. Oui. Faut être honnête, la connexion a tellement bien marché que ça lui a permis de hyper avant la draft. Parce que le jour où Kyle Pitts décide de pas jouer dans le bowl, Kyle Trask qui passe complètement à côté, il lance 3 interceptions. Ça remet pas en condition sa value lors de la draft, mais il est quand même pas mal tombé. Et il disait que c'était un peu le nouveau Joe Allen, c'est-à-dire un prospect qui justement, si demain vous faites une dynastie, moi je l'aurais pris qu'en 3e année, quoi. Donc je le sortirais du chapeau que partir peut-être la saison 2023. En tout cas, Kyle Pitts, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'il jouera pas tight end à Atlanta. Ouais, plutôt receveur. Exactement, plutôt un receveur intérieur, mais qui va être capable de courir des tracés dans la zone middle sortie de box, juste avant les safety. Là, il va être vraiment très intéressant. Ce qu'on a fait de Claypool presque, en gros. Exactement.
Non, mais c'était pas en gros, c'est parce que je sais qu'il était tight end aussi quand il était à l'université, mais quand il était sorti, enfin, il n'y avait pas vraiment de logique à le garder en tant que tight end. T'as 40 secondes. Ouais, vous mais je sais que même si on sait, mon choix est déjà fait. Mon choix est déjà fait. Vous en avez parlé dans le dernier épisode. Je pense que celui qui va profiter du départ de Julio au Tennessee, c'est Calvin Ridley. Et Calvin Ridley, sa value va grimper à une vitesse folle. Ça, c'est sûr, et je pense que demain, il était déjà très intéressant, mais moins ciblé quand Julio Jones était sur le terrain. Par contre, toute la période où Julio était blessé, comme par hasard, Calvin Ridley arrivait très rapidement dans les radars, ciblé assez rapidement par Matt Ryan. Je trouvais qu'il y a une très belle complémentarité et en tout cas, c'est maintenant le receveur numéro 1. Ouais. Alors moi, donc du coup, derrière Ridley, Aaron Jones, Austin Eckler et Darren Waller, le tight end, ont été pris. J'ai 2 choix consécutifs, ce qui m'arrange parce que il est temps que je prenne un running back. Mais je vais prendre mon deuxième quarterback aussi. Le dilemme, c'est entre Justin Fields et Trey Lance. Alors là, j'aimerais bien avoir ton avis, Antoine. Je vais faire ma sélection, comme ça tu pourras pas dire que j'ai été influencé. Je vais prendre Trey Lance. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'il arrive dans un schéma de jeu et une équipe plus stable, dans laquelle il peut vraiment performer pendant des années à venir s'il floppe pas. Oui. Et il est très très bien vu. Il a une capacité de course aussi qui peut être très intéressante pour la fantasy. J'aime beaucoup l'idée de Justin Fields, mais je pense que Trey Lance, c'est le choix ici. Je sais pas ce que tu en penses. Si, tu as complètement raison. Justin Fields, en fait, on est toujours encore sur l'image de la petite fessée qu'il a mis à Clemson en demi-finale l'année dernière face à l'équipe de Trevor Lawrence. En fait, aujourd'hui, si on résume sa carrière à ça, il a compilé les stats. Il faut savoir qu'il était à Ohio State, qui est quand même l'équipe qui naturellement écrase tout dans la Big Ten, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, après, il a une O-line qui lui permet de justement asseoir cette position. Donc en fait, là-dessus, il y a vraiment aucun sujet. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que Trey Lance, il va être entouré de Kyle Shanahan. C'est pas n'importe qui non plus. Quand on sait qu'il a mené les Falcons au Super Bowl, même si ça a été perdu, mais en tout cas, c'était pas de son côté qu'il y avait un problème. Et au-delà de ça, il a fait un mauvais Pro Day. Le premier Pro Day qu'il a fait, il a été très mauvais. Il a énormément de ballons de lancés, mais plutôt où justement il a explosé au niveau de son bras. En fait, il n'était pas réglé. Le deuxième a été plutôt intéressant et surtout, il est avec Quinn Savary, qui est son QB coach, qui l'emmène avec lui en plus à San Francisco. Je pense que Garoppolo, il a allé 2 matchs devant lui. S'il n'est pas à 2-0, à mon avis, Trey Lance, il est sur le terrain dès que possible et on est parti pour 2-3 ans de développement. Il fait quand même un peu plus de 110 kilos. Va falloir aller le bouger. Il a un bras qui est ultra puissant. Il fait partie de ces petits programmes un peu de NDSU qui passent un peu sous les radars, mais qui ont de la capacité à aller taper des équipes qui font partie des premières divisions. Donc, en tout cas, je pense que c'était le bon choix. Marc, il a chaud et il reste 30 secondes. 30 secondes. Alors, je prends Joe Mixon. Joe Mixon qui m'a pourri ma saison dernière et je le tiens contre lui. Mais là, pour mon premier running back, je pense que cette année, justement, tu parlais rapidement de Cincinnati, donc on va pas y passer 3 heures. Mais je pense qu'avec l'addition de Ja'Marr Chase, le retour de Bureau, il va avoir une belle opportunité de faire pas mal de trucs. Et je pense que Joe Mixon, ça peut être son année. J'espère en tout cas. Donc, Joe Mixon. Ok, derrière on a Miles Sanders, Terry McLaurin, une target d'Aptin je pense, et Josh Jacobs qui ont été draftés. Donc Antoine. Eh bien écoutez, tu vois, malgré tout ce que j'ai dit, en fait je voulais partir sur Justin Fields. Non, en fait, je voulais prendre Justin Fields et en fait je me suis dit non, on va pas y aller là-dessus, mais je vais prendre plutôt Travis Etienne. Pourquoi ? Parce que dans cette NFL moderne où on est vraiment encore beaucoup plus tourné vers la passe, Travis Etienne c'est complément parfait d'être capable de être ce qu'on appelle des passes backfield. Donc c'est vraiment parfait sur le sujet. En PPR, ça va être un excellent élément. Exactement. Et puis il a montré, il a eu une faculté depuis des années. Quand on regarde les derniers tours de draft, il n'y a aucun all-line de Clemson qui sort dans les 2-3 premiers tours de manière hyper consistant et du moins régulier par rapport à d'autres équipes. Et lui, il arrive quand même à faire des yards, il arrive quand même à avoir 100 yards. Alors oui, il joue des équipes qui sont plutôt des équipes de division normalement inférieures, en tout cas sur le papier. Mais en tout cas, sa value va vite grimper parce qu'il va être capable d'aller chercher, je pense, 750 receiving yards et il va être capable d'aller chercher quasiment les 900 yards pour une première année. Et ça va grimper naturellement une fois qu'il aura adoubé son physique. Donc, Travis Etienne pour ma part. C'est parti.
TJ Hawkinson, David Montgomery, Aptin à ton tour. Je scroll. Du coup, tout le monde a le doute sur Justin Fields et c'est là qu'on va se retrouver les starters week 1 avec Chicago. Il explose, il est mis à 5-0 et là, on va se mordre le doigt. C'est clair, on va se dire, j'avais l'occasion. Non, mais pour le coup, moi, là, je suis parti pour un Justin Fields, mais j'étais parti pour juste regarder les noms qu'il y avait derrière. Mais Deshaun Watson, on ne sait même pas s'il sera pas en prison dans une semaine ou dans un an. A priori, hein, la prison est pas loin, la prison de Gates. Non, je vais prendre Justin Fields parce que j'aime bien et je pense que d'ici milieu de l'année, il sera startant, mais ça revient dans la durée. Hein. Ouais, non, mais ça revient surtout à ce que Marc, tu disais, c'est plus sur le supporting cast où moi je suis pas fan déjà du coaching offensif de Chicago. Enfin, tu enlèves Robinson et c'est même si je crois Moore qui est pas mal ou Murray, j'ai oublié son nom exactement, mais qui peut être bien. Ouais. Avec le tie-in qu'ils ont qui peut être pas mal, qui était en rookie l'année dernière, mais c'est juste que je trouve qu'offensivement ça propose pas grand chose et c'est dur quand même de se projeter avec une équipe par exemple comme les Bears, alors que SF tu sais que ça il y a toujours du beau jeu, il y a quand même pas mal de petites pépites et il y a une histoire de développement. À Chicago j'ai pas cette impression, mais je vais quand même prendre juste la valeur pure de Justin Fields. Ça marche. Derrière il y a Robinson, du coup ton receveur numéro 1 qui a été pris, Chris Godwin, Michael Thomas et Deshaun Watson. Alors, You're back on the clock. Attends, mais j'ai l'impression que j'ai oublié que... Ah, j'ai toujours pas de receveur, c'est ce que je me disais. Okay, d'accord. J'oublie un détail. Tu as juste 3 receveurs titulaires dans ton line-up, hein, mais c'est un petit détail, t'inquiète. Alors, receveur, t'as qui? Receveur, t'as DJ Moore, Keenan Allen, Amari Cooper, que t'aimes bien, Mike Evans, T. Higgins, Brandon Ayuk, Devonta Smith, Jerry Jeudy, Chase Claypool, Kenny Golladay. Il y a un de ces noms-là qui t'intéresse? Il me reste combien de temps là? Je vois pas. 20 secondes. 25 secondes. Vas-y, on va aller sur une valeur sûre, mais. T. Higgins. Ah ouais, non, T. Higgins. Moi j'ai pris Mike Evans. Ah oui, pardon, Mike Evans. Pardon. Ouais, voilà, c'est valeur sûre. Là, valeur sûre, mais bon, après même si Chris Godwin a explosé l'année dernière il y a trop de receveurs dans l'équipe. Il y a trop de bons receveurs dans l'équipe. Ils ont signé Antonio Brown. Enfin voilà, il y a de quoi se partager le ballon, quoi. Et d'Antonio Brown, je pense pas qu'il va accepter les ballons qu'il avait l'année dernière, donc. Non, il va en vouloir plus, c'est sûr. Alors, il y a Javonte Williams, le rookie de Denver, qui vient d'être pris juste avant toi, Antoine. Je ne sais pas si c'était une de tes cibles. Qu'est-ce que tu penses de Javonte? Alors, Javonte Williams, c'est marrant parce qu'en fait, ça me fait penser un peu, cette équipe de North Carolina l'année dernière me faisait penser un peu à Georgia à une époque, c'est-à-dire un jeu de course hyper fort, Sonny Mitchell, et quand il y avait Sonny Mitchell qui était présent et un autre dont le nom m'échappe, aujourd'hui qui ont été draftés la même année. Alors, en fait, dans l'idée, Javonte Williams, pour moi, j'aurais aimé le voir à Miami parce que je trouvais qu'il fitait parfaitement avec l'idée d'être plutôt solide. Mais en tout cas, je vois que Nida n'a pas changé ni de photo de profil, ni de commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Mais en tout cas, non, je pense que Javonte Williams, c'est une valeur sûre. Il aura une production qui sera peut-être un petit peu plus basse. Pourquoi? Parce qu'il est à Denver, que l'équipe au niveau de la ligne offensive est pas folle, mais en tout cas, et en fonction du QB qu'ils auront, en tout cas, il aura la possibilité d'avoir quand même pas mal de touchés. Bien sûr. Il y a moyen qu'il soit titulaire dès le départ en plus. Mais ce qui est sûr, c'est que Melvin Gordon ne figure pas dans les plans long terme de Denver. Donc ça, c'est une bonne chose. Il lui reste une année. En fait, je pense qu'ils sont lassés de ses blessures à répétition. C'est quelque chose, en tout cas, qu'ils ont remonté. Écoutez, il me reste 10 secondes. Le choix était déjà fait. Hein. Je pars sur Chase Claypool de Pittsburgh. Parfait. Clairement, le receveur l'année dernière qui a complètement explosé, passé sous les radars, second tour, personne s'y attendait. Et finalement, en fait, c'était le meilleur receveur de la draft avec Justin Jefferson. Pas de sujet. Alors, à moi. On a Claypool, donc, DJ Moore, Mark Andrews, Amari Cooper qui sont partis. Il me faudrait, si possible, un running back avant qu'ils soient tous partis. La question, c'est lequel?
Je vais peut-être même me faire un. Ah, bah, par contre, il y a Keenan. C'est intéressant, ça. Tiens, Keenan Allen, que j'ai assez haut dans mes rankings, n'a toujours pas été pris. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui. Moins intéressant, peut-être un peu vieux. Il a fait une bonne saison encore l'année dernière. Oh, pas non plus exceptionnel, hein. Pas non plus exceptionnel, mais par contre, en fait, je pense que aujourd'hui, la connexion avec Justin Herbert a pas été des plus folles. Alors, je pense qu'ils s'attendaient un peu plus, hein. Ils s'attendaient à une meilleure connexion entre les deux. Mais par contre, pareil, Justin Herbert, on n'en parle pas, mais c'est un projet, hein. Ouais. Demain, tu joues en dynastie, Justin Herbert, ça se prend, hein, tous les jours, hein, parce que c'est. Bien sûr. D'ailleurs, il est toujours. Il est toujours là. Pris au premier round. Ok, donc moi, du coup, je vais prendre un duo de running back et je vais prendre un qui peut m'aider tout de suite et un qui peut m'aider dans le futur. Donc, je vais prendre Chris Carson et je vais prendre, pour aller avec Trey Lance, Trey Sermon, dont j'entends parler beaucoup de bien pendant les mini-camps et à mon avis, c'est un joueur qui va monter assez haut dans les drafts, beaucoup plus qu'il ne l'est pour le moment. En tout cas, même s'il démarre pas tout de suite, à San Francisco, il y a toujours des opportunités parce qu'il y a toujours des mecs qui se blessent. Et on rigolait l'année dernière et même l'année d'avant en disant toujours le running back de San Francisco, il se blesse, mais il performe. Ouais, et moi, je pense qu'il a une belle opportunité, un bon landing spot pour lui aussi. Et Trey Sermon, hein, faut se dire qu'il était attendu au 7e round de la draft l'année dernière pour un joueur qui a quand même dépassé les 300 yards en demi-finale universitaire. Donc, il faisait un peu penser à Ezekiel Elliott, alors que c'était un mec qui sortait un peu de nulle part. Ses statistiques sont pas folles sur la saison. Il tournait plutôt aux alentours de 400-500 yards à chaque fois sur les 3 saisons. Mais il y avait du monde devant lui. Attention, hein, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul à Ohio State. C'est un peu quand on regarde le groupe de receveurs, le groupe de running back, quand il y avait Alvin Kamara présent à Alabama. Il y avait quand même du beau monde un peu partout. Donc aujourd'hui, on peut pas dire que c'est un mauvais running back. Je pense qu'il était sous-coté et San Francisco a très bien fait de le récupérer. Très bien fait. Je vois qu'il y a Devonta Smith qui est parti. Ouais, je pense que c'est le receveur qui cartonnera pas le plus cette année, mais dans 2-3 ans, s'il prend 10 kilos. Faut savoir que l'anecdote que raconte Nick Saban, c'est que quand il est arrivé à Alabama, Devonta Smith, il faisait 10 kilos de moins qu'il fait actuellement. Ça ne va pas empêcher quand même de faire milliard. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pas une question de physique, c'est plutôt une question de technique et sa capacité à faire de la séparation. Et c'est là où il est vraiment très fort. Écoutez, je suis dans le doute, mais je pense que Mike Gesicki, mon petit Aiden de Miami, voilà. Mike, hein, qui est en pleine renégociation de son contrat et donc du coup partir sur 3 ans dans une dynastie, c'est pas déconnant. Derrière, on a Deontay Johnson qui a été pris et Kareem Hunt. C'est au tour de Aptin. Qu'est-ce que tu penses, Aptin? Que je vais pas prendre Jalen Hurts, ça tu peux en être sûr. Ouais, t'as déjà deux quarterbacks. Franchement, si on peut prendre 5 minutes après pour qu'on parle des joueurs de Miami, je suis preneur parce que c'est une vraie intégration que j'ai, que ce soit QB, receveur. T'es déjà dans la critique. Ne le juge pas, tu ne la connais pas. T'es déjà dans la critique. J'ai pris Jerry Jeudy. Pareil, un joueur qui tarde à performer. Hein. Qui tarde à performer, mais en même temps, il n'est pas très bien entouré. En fait, il faut savoir que les joueurs, quand ils passent d'Alabama, où ils ont une équipe All-Star 5 étoiles sur l'ensemble des sujets, Waddle. Ah, on a perdu Milou. Je suis de retour. Je crois qu'on a eu des petits problèmes de connexion. Jalen Waddle derrière James Robinson. Brandon Ayuk. Il faut savoir que pour moi, Jalen Waddle était, alors en toute objectivité, hein, Aaron Rodgers était pour moi le meilleur receveur de cette draft 2021. S'il se blessait pas, à mon avis, c'était lui qui était Iceman. Ouais, c'est ce qu'il disait Devonta Smith, je crois. Ouais. C'est bien ça, c'est bien.
Mais j'étais pas parti pour juger, j'étais justement parti pour poser des questions. Oui, mais bien sûr, non, mais avec plaisir, t'inquiète pas, je t'embête. Non, parce que je sais que ça avait bugué à ce moment-là, donc c'était juste pour être. Pas de souci, t'inquiète. Aaron Rodgers, ouais, costaud, hein. Faut être sûr qu'il va jouer, Pépère. Hein. Il va jouer. Eh bien, écoutez, dans mon flex, et je vais vous parler de lui un petit peu. Je vais prendre Rondale Moore, joueur de wide receiver de Purdue, qui faisait aussi partie pour moi des meilleurs receveurs de cette draft. Alors, grosse blessure, hein, compliquée. Il a joué avec, pour ceux qui connaissent, Anthony Mangou, du moins à peu près plus ou moins sur la période. Et donc, du coup, en fait, Rondale Moore, c'est quand même un des joueurs qui aujourd'hui est le plus rapide en termes et aussi a des cuts qui sont vraiment très très intéressants en termes de séparation. Il peut faire la différence dans la NFL moderne que c'est aujourd'hui. Donc pour moi, ça sera Rondale Moore, même si je trouve qu'il le sous-évalue en termes de production. Je pense qu'il fera la différence. On peut pas drafter Anthony Maungu des Galaxies là. Des Frankfurt Galaxy. Non, malheureusement. En plus, ils ont perdu ce week-end. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est que partie remise. Ah bah, Marc est perdu. On peut faire pour lui, hein. Dans ce cas-là, oui, il aurait pris. Alors, qu'est-ce qu'il a? Running back. Il a qu'un seul. Ah non, il a 2 receveurs. Non, ça va, c'est. Non, il est toujours sage. Mais d'habitude, il force sur les QB. Ça fait partie de ses spécialités. Moi, je pense qu'il a repris Zach Wilson, tiens. Je crois la dernière fois, il avait tweeté à propos de Zach Wilson, qui disait qu'il avait confiance en lui. Bah, c'est le moment de le montrer. Hein. Oui, tout à fait. Après, je pense que Zach Wilson, il sera comme Sam Darnold. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un QB qui a une hype autour de lui, qui fait bon visage de franchise, qui fait plutôt bon élève, premier de la classe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, en fait, aujourd'hui, Zach Wilson, il n'est pas entouré comme il voudrait. Alors oui, il a Vera Tucker, mais qui est rookie, Vera Tucker, au line d'Ohio State. Donc, il fera la différence par son physique. Et de l'autre côté, de la ligne, il a un beau bébé aussi qui a fait une très belle saison et dont j'ai perdu le nom. Ouais, le giga costaud. Ouais, exactement, le giga costaud qui aujourd'hui, mais qui Becton, tout à fait, voilà. Oui, voilà, Becton. Ouais. Donc non, en tout cas, il y a un sujet, mais alors c'est marrant parce que du coup, Aptin t'en parlait de Denzel Mims. Denzel Mims fait quand même partie des gros joueurs et des gros receveurs attendus pour les Jets cette année. Donc ça peut être en tout cas une bonne surprise. Et je crois qu'ils n'ont pas encore signé Crowder, donc je sais pas. En fait, moi, je suis sur le supporting casque où je me dis il y a un problème et je mets un peu les Jets on va dire dans le même délire que les Bears. Je trouve que d'un point de vue coaching offensif, il y a un truc qui me fait, j'arrive pas à me hyper sur ces équipes sur la longue durée et qui produisent du jeu ou des points fantasy. Donc, Non, c'est vrai, t'as raison. Par contre, là, il y a quand même un changement, tu vois, ça me fait penser Robert Saleh, c'est pas n'importe qui non plus. Il a pu bénéficier quand même de la structure de San Francisco pour, je pense, étoffer aussi un peu son côté. Je m'entoure de bons coordinateurs et autres. Voilà, c'est vraiment à voir. Ils ont eu la chance, ils avaient quasiment la chance d'avoir eu Pep Hamilton, qui était un super coordinateur, mais finalement qui est parti à Houston, paix à son âme. Mais en tout cas, voilà, il y a. Exactement, c'est exactement ça. Donc en tout cas, voilà, je pense que. Okay, donc, qu'aujourd'hui. C'est bon, c'était fait pour moi, Milou. Je sais pas pourquoi. Là, c'est toi qui pique. Non, je suis pas dedans. Je vais essayer de revenir. Ouais, il reste 40 secondes. On a dit que tu allais prendre Zach Wilson. Je pense que c'est un bon choix, Milou. Possible, ouais. Attends, je reviens parce qu'il y a malheureusement mon Wi-Fi qui déconne un peu. Il n'y a pas de souci. Il te reste 25 secondes. C'est juste ce que je peux te dire. Sans pression, bien évidemment. Ah, voilà, c'est à moi. Ok, bah moi je vais prendre. Je vais regarder là. Alors attends, tac. 10 secondes. Voilà, sous pression. Peut-être prendre Dallas Goedert.
qui va être débarrassé une fois pour toutes de Zach Ertz, qui sera une option convenable à défaut d'être exceptionnel au poste de Titan. Et du coup, c'est nouveau à moi. Alors, Dallas Goedert et il a pris 15 minutes pour prendre Goedert, quoi. Non, mais parce que non, mais c'est ma connexion qui s'est arrêtée. Mais on plaisante pour et ben, je vois Courtland Sutton qui est encore dans le lot là, qui est assez haut classé sur ma cheat sheet de receveur. Donc je crois que je vais prendre Courtland Sutton. Et qui pourrait d'ailleurs, si jamais Denver recrute Rodgers ou même Deshaun Watson, s'il peut jouer, ça pourrait être pas mal du tout. Ouais. Tout à fait. Ça fait partie des joueurs qui étaient un petit peu passés sous les radars l'année dernière. Courtland Sutton, parce que CD Lamb, parce qu'il s'est blessé rapidement en plus. Ouais, exactement, parce que Jedi et tout, mais en fait finalement on s'est rendu compte que c'était quand même une valeur sûre. Donc là il y a Tyler Lockett qui est parti, DJ Shark, Adam Thielen, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Mais écoutez, moi je vais être chaud sur le sujet. Enfin, je vais être chaud. Je vais me détendre aussi un peu. Et je vais vous proposer, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais je vais prendre Matthew Stafford. Matthew Stafford, très très apprécié de toutes les communautés d'experts cette année, et moi aussi. D'ailleurs, je suis assez content parce que malgré la perte de Breeze dans ma dynastie, mon QB2 c'était Matt Stafford, donc je m'en sors pas trop mal, et je pense qu'il va enfin pouvoir vraiment montrer ce dont il est capable dans une belle offense. Et je pense que ça va être en tout cas pour le moment, vu son ADP, c'est un sleeper au poste de QB. C'est un très bon choix. Derrière, on a Michael Carter qui est parti, le joueur des Jets. Tout à fait. Je crois que vous étiez en train de parler des Jets justement tout à l'heure. Oui, tout à fait. Pendant mon absence. Ça fait partie, tu vois, Michael Carter, ça fait partie du duo avec Javonte Williams. On en parlait un peu le yin et le yang, mais en fait, deux profils quasiment similaires. Hein. Donc, c'est-à-dire gros gabarit, plutôt tanké sur le bas du corps, donc plutôt en body control quand ça rentre dans la ligne, capable de faire des yards sans ligne offensive. Ça, c'est plutôt très intéressant. Par contre, c'est pareil, là, on est en NFL. Je pense que ça va être compliqué quand ils vont voir arriver les joueurs de Miami. Ça peut être un peu difficile, tu vois, pour les Jets. Bon, après, je ne vais pas être trop méchant tout de suite. Je vais laisser parler les conférences. Mais genre, l'ordi, il a pris Chenault, quoi. Putain, je voulais le prendre. Je vais prendre Michael Pittman, tiens. Michael Pittman, bon choix. C'était la target des Steelers l'année dernière. On voulait Pittman avant Claypool. Tout à fait. Maintenant, je me dis avec Carson Wentz, ça peut le faire. Oui. Du coup, derrière Ronald Jones, Chase Edmonds, un duo de running back qui est pris, et Rashad Bateman et Odell Beckham. Alors, Rashad Bateman, Baltimore, qu'est-ce que t'en penses, Antoine? En fait, il est un peu compliqué pour lui, non? Ouais, et puis même, il n'a pas fait une carrière universitaire incroyable. En fait, il sort du lot parce que dans son équipe, il était un peu seul au monde. Voilà, il était à Virginia, si je dis pas de bêtises, donc pas de souci. Il tourne un peu, mais en fait, c'est pareil. Il arrive dans une équipe de Baltimore qui est en reconstruction sur le jeu de passe. Lamar Jackson, il va pas modifier son jeu du jour au lendemain. C'est un receveur qui reste impatient, qui peut être frustré dans un match. Et donc, du coup, quand on sait l'importance de la concentration quand le ballon il est envoyé, Hollywood Brown, ça tournait plutôt bien, c'était intéressant. Rashad Bateman, tu rajoutes ça à l'intérieur. Ils ont pris aussi un autre receveur pendant la free agency. Ça fait maintenant 3 cibles. Sammy Watkins. Exactement. Mais Sammy Watkins, c'est pareil. Apparemment, est le meilleur, celui qui impressionne le plus pendant les OTA. Ouais, s'il n'est pas blessé. C'est classique Sammy Watkins, week 1, startez-le. Et après, vous le tradez le plus vite possible. C'est exactement ça. Donc, en tout cas, Rashad Bateman, ça reste un receveur, mais pour moi, qui était plutôt du troisième tiers dans les receveurs de cette année. Hein. Ça faisait pas partie pour moi Pour moi, il y avait des receveurs qui étaient bien meilleurs, qui avaient des gabarits peut-être moins physiques, mais qui étaient capables de faire plus de différence. Donc. Ok. Ouais. Derrière, Aptin, tu nous as pris Deebo Samuel, très bon choix, je pense, pour compléter ton corps de receveur. Mike Davis, un RB1 cette année dans son équipe. Melvin Gordon, pareil, mais des joueurs qui ont peut-être pas un avenir très brillant. À toi, Antoine. Ouais. C'est arrivé à ce niveau de la draft, ça se termine souvent. Ouais, exactement. Écoutez, je vais prendre des choix. Non, mais écoutez, allez,
Je sais que je ne ferai pas honneur à mon équipe de cœur, mais je vais prendre Hunter Henry. Pourquoi? Parce que je pense que les Patriots. C'est lui qui va sortir du lot côté Pats plutôt que. Je le sens. Ouais, très honnêtement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a plus le profil qui correspond un peu à un mini Gronkowski dans le style de jeu. Ça va plus correspondre. Je pense que Cam Newton, il va faire 3 matchs. Ensuite, après, ils vont le bencher, ils vont laisser parler plutôt Mac Jones. Et en fait, voilà. Alors, je n'ai rien contre Cam Newton, parce que de temps en temps, on peut s'écharper un peu avec certains fans des Patriots sur Twitter. Et force est de constater que ce que j'ai vu pendant les mini-camps cette année, Mac Jones était plutôt précis dans les mains, pas de sujet. Cam Newton, j'avais l'impression que c'était moi qui étais en train de cliquer. Donc voilà, après, c'est un sujet comme un autre, il n'y a pas de souci. Je pense que Cam Newton, il a fait son temps. C'est un vétéran qui va apporter un peu un esprit un peu team spirit hyper intéressant. Mine de rien, il a eu une fin de carrière où je trouve qu'à Carolina, ils n'ont pas été les plus tendres avec lui. Ils auraient pu lui sortir, faire une belle sortie plus que de le cutter comme ça, un peu gratuitement, en se disant, bon, bah voilà, fin de l'histoire, même si j'adore Teddy Bridgewater. Mais voilà, en tout cas, je trouve que Mac Jones a plus sa place dans le style de jeu Patriots que Cam Newton, même si contre Vince Desmarais, Bill Belichick et soutient le joueur. Je pense que la raison lui ramènera. Il a quand même investi énormément en free agency. Je pense que c'est pas pour rien non plus. Ouais, c'est clair. Ok, alors moi, derrière Fournette, AJ Dillon et Curtis Samuel sont pris. J'aurais bien voulu avoir AJ Dillon à ce niveau-là de la draft. Un 4e running back, mais malheureusement il est parti. Ouais. Du coup, je vais attendre encore un petit peu. Et je vais prendre mon 3e QB direct. Parce que j'ai Trey Lance, et Trey Lance, je suis pas sûr qu'il starte début de la saison, ou même la première moitié de saison. Je suis comme toi, petit, je suis pas 100% convaincu, mais fantasy, quelques mais là c'est de la value pure là, parce que là. Ouais, il a une bonne capacité. Ah, c'est 9 secondes, donc je le prends. Il a une bonne capacité de course. Il a un plancher du coup vachement élevé. Je crois que l'année dernière, les 3 matchs qu'il a joué, il était un truc du style 80 yards à la course en moyenne, ce qui fait déjà 8 points. Plus 200 et quelques yards à la passe, ce qui fait encore 8 points. Donc, ça faisait déjà 16, rien qu'avec sa production de yards. Donc voilà, ça c'est parfait. À ce niveau-là de la draft, au 10e round. Et en plus, il est jeune, donc pour ma dynastie, ce sera bien. 11e round, je crois que je regarde un peu ce qu'il y a et ce que je pourrais avoir. Alors c'est intéressant parce que tu vois, au niveau du classement, ils mettent tous les QB, mais on résiste. Sauf moi. Alors j'entends beaucoup de bien de Elijah Moore aux Jets, qui pourrait d'ailleurs reléguer un petit peu l'autre qui était très bon l'année dernière, dont le nom m'échappe. Jamison Crowder. Mims. Denzel Mims. Ouais. Qui est un peu moins le style de jeu du nouveau coaching staff apparemment, et Elijah Moore pourrait surprendre. Alors peut-être que je vais faire ça. J'avais envie de prendre Odell Beckham, mais comme je le vois pas dans la liste et que j'ai la flemme de le chercher, je vais prendre pas Terrace Marshall. Non, il a été pris. Elijah Moore. Il a été pris, c'est pour ça. Ouais, tu vois, j'avais pris Beckham. Donc je prends Elijah Moore. Ouais, Elijah Moore. Alors, faut savoir qu'Elijah Moore, il n'a pas été gâté. Il est arrivé sur la même mauvaise période de Ole Miss, qui avait une équipe avant qui était un peu une équipe de tueurs, plutôt top 10 en termes de team, capable d'aller chercher pourquoi pas les playoffs, mais jamais vraiment dans les bons braquets en termes de vote universitaire. Voilà, c'est toujours un peu compliqué cette façon de voter, donc du coup de dire quelle équipe est meilleure que l'autre en termes de points et de vote dans le football. C'est toujours un peu particulier, mais en tout cas, Elijah Moore, en fait, il est précis dans ses tracés. Ça, c'est hyper intéressant. Et il a des mains sûres. Donc, ça fait toujours la différence. C'est un peu ta target de sécurité. Donc, ça peut être plutôt très, très intéressant. Si Zach Wilson se met à jouer, bien évidemment. Et ben, Zach Wilson, justement, a été pick. Alors, tu as Tagovailoa, Zach Wilson et Ryan Tannehill. Donc, j'ai un peu lancé un rush vers les deuxièmes QB, là. Donc Zach Wilson, moi j'aime beaucoup, mais on en a parlé la dernière fois. Je pense je suis assez positif sur les Jets, sur Zach Wilson, mais bon, peut-être que je vais être déçu. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est la pression qu'on va essayer de lui mettre dès qu'il fera des erreurs. J'espère que les médias new-yorkais et les fans seront assez patients pour le laisser jouer. On espère. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ce que je disais avec Captain, c'est l'enfant de cœur
bonne tête, franchise. Ça peut être un franchise player. Le problème, c'est que Sam Darnold était censé être ça aussi. Ils lui ont pas laissé le choix. Ils l'ont pas bien entouré. À voir ce que ça peut donner. Par contre, moi, je vais prendre du coup un QB aussi parce que je vois que ça commence à se resserrer. Je voulais prendre Tua, bien évidemment, mais c'est pas possible. Alors, ce que je vous propose, juste parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est à l'antenne, on arrête à la fin de ce round et on laisse finir en autopic et après on fera chacun 2 minutes sur son roster un petit peu. Ok? Ouais. Oh, on n'est pas obligé. Le roster que j'ai, franchement, ça va être Baker Mayfield. Du coup, derrière Wentz, Tom Brady, Aptin. Ouais. Alors. Je vais prendre Terrace Marshall. Ah, là, j'aime beaucoup. Il était dans ma liste. Ouais. Ok, Terrace Marshall et ensuite 2 QB sont pris. Donc, alors là, maintenant, ce que je te propose, c'est que tu te mettes en autopic. Il faut juste que je trouve comment on fait. Ouais, je vais voir moi. Sur l'appli, je crois que c'est assez facile. Ensuite, moi, il faut juste que je trouve comment on fait. T'as qu'à juste quitter, non? Ça reviendra au même. Ouais, je pense. Voilà, let computer autopic. Oh, t'as pris une défense. Du coup, il prend personne, c'est pas grave. Alors, hop, je me mets en grand, comme ça vous pouvez voir rapidement les joueurs qui sont pris. Même en autopic, j'ai jamais fait une aussi bonne draft. C'est incroyable. Non, mais regarde, Will Fuller, Henry Ruggs. Will Fuller, Henry Ruggs. Moi, j'ai Drake, Tyler Higbee. Ah, j'aime bien Tyler Higbee. Denzel Mims, justement. Bah, si jamais Elijah Moore marche pas, Denzel Mims. Mattison. Ouais, quand même un running back avec. Pas con. Ouais, Kmet, c'est toi, ouais. Ah, Jamal Williams. Et il a Détroit, je savais pas. Ouais, il est à Détroit. Ce fan de Naruto. Backup de. Ouais, bon là après ça part un peu en cacahuète. Swift, merci, ouais, j'ai des doutes. Ouais, voilà, tout un groupe de QB maintenant qui sont pris, donc du coup au round 17-18. Avec ensuite des joueurs Taysom Hill, ouais, et des joueurs à 4 upside. Je vois Amari Rogers qui vient de passer. Ouais. Ah bah tiens, j'ai Zach Ertz, si jamais il est pas tradé, comme ça je suis tranquille aussi à ce niveau-là. Teddy Bridgewater qui est pris. C'est bien ça. Ah, Monde, Kellen Mond, ouais. Kellen Mond, c'est. Voilà le genre de pick qui en dynastie a du sens, alors qu'en redraft on le verrait jamais. Voilà. Tu penses quoi de Monde? Je vois que tu étais parti parce que justement, moi j'avais lu que c'était peut-être l'un des celui qui avait le plus gros upside, en top 3 plus gros upside. Tout à fait. Alors, je suis fan de FSU de base. Et au-delà de ça, du coup, j'étais un grand fan de Jimbo Fisher, qui est le head coach actuel de Texas A&M. Du coup, qui est un vrai développeur de talent et surtout de QB. Et en fait, aujourd'hui, le plus NFL ready des quarterbacks qui sortaient du top 5 quarterback, donc exit Fields, Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance et pourquoi pas Mac Jones. Hormis ce top 5 de QB là, pour moi, le QB qui était le plus NFL ready, que tu pouvais mettre sur le terrain rapidement, c'était Kellen Mond. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a toute la panoplie complète en termes de capacité pour soit lancer le ballon, soit correctement coordonner ses running backs. Et puis, en fait, au-delà de ça, il a une lecture de jeu qui est un peu plus importante. Tu vois, typiquement, dans le football universitaire, tu as 2 types de quarterbacks. Tu as les quarterbacks qui vont être typés développement. Donc, c'est des projets. Ça va prendre 2 ans, 1 an et demi à lire une défense NFL. Typique Baker Mayfield, typique Patrick Mahomes, qui a mis quasiment 1 an et demi pour lire une défense NFL. Et ensuite, après, ça roule tout seul. Et ben, Kellen Mond, il est capable, en une demi-saison, déjà d'être quasiment dans un step-up sur le sujet. Gros bras. Il l'a montré à son Pro Day parce que en fait, en gros, c'était un peu le concours avec Trey Lance sur le sujet. Et puis ensuite, après, la seule chose qui fait qu'aujourd'hui, il n'était pas high à la draft, c'est qu'il n'a jamais atteint les playoffs et qu'au moment de pouvoir atteindre les playoffs, il a toujours chuté dans les matchs importants. C'est ça toute la différence. La différence avec un Jameis Winston qui était QE football hyper élevé, mais par contre incapable aujourd'hui de prendre la bonne décision. Ça lui a fait défaut à Tampa, ça lui fait encore défaut, même s'il a travaillé avec Drew Brees, qui lui a permis, je pense, de calmer un peu ce côté-là.
Kellen Mond, lui, il a cette faculté, cette capacité à être plutôt calme dans les moments importants, mais il n'est pas capable de transformer. C'est ça qui fera toute la différence. Ok, c'est clair. Ok, alors rapidement, avant de regarder nos équipes, ton avis sur un duo de receveurs qui a été drafté au 14e round, Kadarius Toney et Amon-Ra St. Brown. Amon-Ra St. Brown, yes. Alors, Kadarius Toney, en fait, je pense que tu dois être content, ou en tout cas, tu vas être content. Oui, il a l'air assez excitant à regarder jouer, en tout cas. C'est le joueur qui a le plus frustré d'équipe NFL au premier tour cette année, parce qu'en fait, personne ne l'attendait si haut. Ouais. Parce que la QV était profonde. Et en fait, les Giants ont fait un tour de passe-passe et se sont permis de le prendre directement. Et en fait, ça a foutu un peu le bordel dans la draft, à tel point que, je sais pas si vous avez vu passer cette image, mais les Eagles ont drafté, ou les Colts ont drafté un joueur. Et en fait, dans le bureau, tu avais des mecs qui étaient contents et des mecs qui étaient hyper furieux parce qu'en gros, ils voulaient Toney à tout prix. Et du coup, ça a vraiment. En fait, Toney, c'est un joueur type Devonta Smith, petit gabarit, mais ultra solide, qui va pouvoir jouer des screens, qui va pouvoir se mettre dans le slot, qui va pouvoir rebondir. C'est un profil qui aujourd'hui est capable d'avaler des yards après réception. C'est typiquement le joueur qui apparaît comme un top 3 receveur de cette année. Donc, c'est vraiment génial. Là où il a un peu plus de difficulté, un peu plus de progrès, c'est un peu dans la profondeur. Mais j'ai envie de te dire, dans l'équipe des Giants, exactement, t'as Golladay, donc lui, il va être capable de prendre les interzones. Et ça va être très intéressant. Et Amon-Ra St. Brown, typique du joueur explosif, mais qui ne fera pas 50 courses dans le match. C'est quelqu'un qui va avoir un nombre de réceptions plutôt limité sur la première année, mais par contre qui est capable de faire le jeu. Donc à USC avec Slovis, qui est considéré comme un des futurs prospects, on en parlera un peu plus tard, mais un des futurs grands quarterbacks de la ligue quand il sera drafté. Je pense qu'il y a quelque chose de plutôt très intéressant. Donc en tout cas, ça peut être un joueur qui, quand vous êtes en dynastie comme on l'est là, dans la deuxième année vient confirmer, la troisième année explose et te permet d'aller remporter le titre. Donc ça peut être plutôt pas mal. Yes, ok, merci. Ouais, moi, juste pour Toney, le seul truc qui m'inquiète, c'est le coordinateur offensif. Et j'espère qu'on trouvera des moyens créatifs de le mettre en avant. Complètement. Ok, donc avant de finir rapidement, on regarde les rosters. Aptine, est-ce que tu veux commencer avec le tien et faire une petite analyse rapide? Oui, après, je sais pas, je vois pas en termes de dynastie ce que ça donne, mais je pense que j'ai fait un bon mix de. J'ai vraiment pas pris beaucoup de vétérans. J'ai peut-être juste craqué sur Aaron Rodgers parce que je le voyais. Et je me dis, à partir du 8 November Wood, parce que t'as Justin Fields, donc du coup, au début, comme il risque de pas être titulaire, Aaron Rodgers sera très bien. Et non, j'ai essayé d'à chaque fois prendre pas mal de personnes avec d'upside et aussi, moi, je suis toujours bien aimé. Si j'aimais bien le jeu ou le joueur, je pouvais aussi le prendre. Là, quand je regarde, j'aime bien, mais je suis pas sûr de reprendre Mike Evans parce que, j'avais oublié qu'il y avait au moins 5 receveurs, qu'il y avait un beau jeu de course et que Brady, c'est Brady, mais il va pas ne plus envoyer beaucoup de passes. Et je crois que le scoring de Mike Evans, si je me trompe pas l'année dernière, était vachement basé sur les touchdowns et pas forcément sur le volume. Et moi, je préfère le volume que les touchdowns. Donc, mais sinon, non, je sais pas, je trouve ça assez homogène. Ouais. Donc, ouais. Non, je suis d'accord. J'allais dire sur Mike Evans, il y a aussi l'incertitude. Qu'est-ce qui se passe une fois que Brady prend sa retraite? S'il prend sa retraite un jour. Donc, dans la durée, on ne sait pas trop effectivement ce que ça donnerait. Ouais. Ok, après, on regarde. Je me dis, dans l'équipe, le QB qui sera avec Mike Evans, ou si lui va dans une autre équipe, ça restera le receveur numéro 1. Il va dire envoie-moi la balle. Je suis là pour ça, donc envoie-moi la balle. Donc, tout à fait. Ce qui était d'ailleurs le gars avec Jameis Winston, qui n'était pas non plus. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Donc je me suis dit, bon, Brady Barr, il y aura un Winston bis, ou c'est lui qui ira dans une équipe avec un Winston bis et ça va le faire. Antoine, toi, tu as, je dis rapidement, Russell Wilson, Dalvin Cook, Travis Etienne, Stephen Diggs, Calvin Ridley, Chase Claypool, Mike Gesicki et Rondale Moore en flex avec Matthew Stafford en deuxième quarterback. Ça va au titre. Ça va au titre sur une année, mais moi, je connais ma capacité. Je drafte plutôt très bien. Je craque au bout du 3e week. Je commence à faire n'importe quoi. J'envoie des bounty et des mars pour mes joueurs. Donc moi, c'est ma capacité à après gérer la période. Mais par contre, non, je trouve ça plutôt très homogène parce qu'en fait, j'ai une value forte par poste, plutôt intéressant et surtout le côté receveur.
Stephen Diggs, Calvin Ridley, Chase Claypool, qui sont plutôt des potentiels number one dans chaque équipe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là où c'est un peu plus faible, mais c'est le cœur qui a parlé, c'est Mike Gesicki. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Mike Gesicki, il a une faculté à se transformer en George Kittle. C'est pas un vrai tight end en fait aujourd'hui, et c'est ça qui dérange beaucoup Brian Flores, le head coach de Miami, c'est que c'est pas un joueur qui s'est bloqué, c'est un joueur qui sait plutôt catcher des ballons. Mais en fait, je pense que Flores, il est plutôt très à l'ancienne de l'école Belichick et qu'il a besoin d'avoir un joueur qui a besoin d'avoir un joueur en tout cas avec une grosse capacité. Que je vois que Nidal aime toujours ma draft autant et qu'il en connaît le résultat final. Mais en tout cas, voilà, Matthew Stafford, par contre, pour moi, c'est la bonne pioche. Parce que je pense que ça va vraiment le libérer aujourd'hui de finir avec d'arriver dans une équipe des Rams où tu as plus de play action, il y a un gros bras, mieux protégé mine de rien. Cam Akers qui va éclore. Cam Akers, c'était running back de FSU l'année dernière, pas attendu comme starter normalement au sein des Los Angeles Chargers, au sein des exactement. Et en fait des Rams. Et en fait aujourd'hui il a complètement explosé. Et pour moi, c'est un joueur d'avenir aussi. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en tout cas, ça peut être plutôt très intéressant. Cool. Moi, je regarde rapidement le mien. Dak Prescott, Joe Mixon, Chris Carson, Justin Jefferson, DK Metcalf, Courtland Sutton, Dallas Goedert, Trey Sermon et Trey Lance ou Jalen Hurts. Donc, pareil, j'ai essayé de faire un mix entre quelques gars qui peuvent contribuer tout de suite. Mais surtout en mettant l'accent sur l'avenir, en espérant avoir une équipe qui contribue pendant au moins 2-3 ans. Donc voilà, merci de cette mock draft. Est-ce que tu veux, Aptine, tu veux qu'on parle rapidement, puisqu'on a Antoine avec nous, de la stratégie de Miami, des Dolphins? Oui, moi je me pose beaucoup de questions sur le roster de Miami. Déjà, moi je fais partie des personnes positives sur le cas de Tua. Mais je me pose des questions, comme je pense même, j'espère que toi aussi tu t'en poses, Antoine, sinon je pense que t'es vraiment un menteur, mais bon, quand même, on va te laisser t'expliquer. Et non, mais vraiment, au final, sur les postes clés, je parle que d'offense, on reste vraiment fantasy. Ce que tu pensais de l'effectif, moi je le vois homogène, j'étais vraiment content qu'ils prennent Waddle et je trouvais que c'est le gars qu'il fallait à Tua. Mais je voulais vraiment avoir plus ton avis parce que je pense que tu sais beaucoup plus de choses que nous. En fait, il y avait deux choses l'année dernière qui étaient hyper intéressantes et hyper frustrantes. C'est la capacité à Tua de se dire, en fait, il était qu'à 60% de sa capacité. Il faut savoir que, mine de rien, pour reposer le cadre, et là, c'est plutôt le fan qui parle, mais aussi dans l'analyse, Tua, il devait normalement ne jamais rejouer sur un terrain de football après sa blessure, parce que c'était l'équivalent d'un accident de voiture. Donc déjà, on est plutôt très chanceux de l'avoir et dans l'équipe en tout cas. Après, ce qui était intéressant et en même temps très frustrant, c'est qu'il avait Chad Gailey, qui était son coordinateur offensif, qui était un pote de Fitzpatrick. Et le playbook avait été tourné pour que Fitzpatrick soit titulaire. Forcément, ça ne convenait pas aux capacités de Tua de pouvoir lancer de la profondeur. Et en même temps, on n'avait pas les receveurs parce qu'on avait une capacité de séparation qui était proche du néant, comme pas mal d'équipes dans la ligue à certains moments, mais en tout cas, c'était vraiment criant. Donc aujourd'hui, on a rajouté de la profondeur avec Will Fuller. On a pris un joueur qui va être un go-to guy, Jalen Waddle, et on espère que la connexion qu'ils avaient à Alabama, en tout cas, sera bonne. Il faut savoir que la stat qui parle pour eux, c'est qu'en fait, Jalen Waddle n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il était avec Tua Tagovailoa sur le terrain dans les interzones. Donc c'est quand même un signe positif. Ensuite, après, la vraie chose, c'est qu'ils ont tout fait pour que Tua se mette dans les meilleures conditions. Ils ont pris 2 co-coordinateurs offensifs, le même mode de fonctionnement qu'il avait à Alabama, et ils ont pris Charles Fry, qui était son quarterback coach quand il était en Elite 11. Elite 11, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'une académie de quarterback où en fait c'est souvent la jeune génération qui est testée et ensuite après qui permettent d'avoir des bourses dans les meilleures universités. Donc du coup, ils ont été chercher ce mec-là, ils le payent à prix d'or pour justement mettre Tua dans les meilleures conditions. Par contre, aujourd'hui, la vraie incertitude, c'est la O-line, parce qu'on a encore des rookies qui l'année dernière, mine de rien, on a quand même laissé passer des joueurs pour prendre des rookies qui ont du mal à performer. On a investi énormément sur le sujet et pour autant, c'est peut-être pas la science, la force tranquille. Quand on voit nos courses, on n'est que sur de l'outside zone. Donc en inside zone, on est nul.
Donc j'ai envie de te dire, en fait, soit tu as, il a pris 10 kilos de muscle là sur l'intersaison, soit il est capable de revenir à son meilleur niveau, dans quel cas ça peut être très intéressant. Soit il faudra se poser des questions, et c'est pour ça qu'en fait, et là, Chris Greer, le manager général, a été plutôt intelligent, c'est qu'il a sécurisé le pic de San Francisco l'année prochaine pour se dire, si demain ne fait pas le taf, dès l'année prochaine, tu as un trade et on récupère un quarterback. Parce que ça, on pourra en parler dans les futurs épisodes, mais sur l'année prochaine, il y a moins de talent dans la QV de quarterback, mais tu as des quarterbacks qui vont être directement NFL ready. Donc, c'est ça qui peut être intéressant, et en tout cas, qui auront une value, si on parle de fantasy, qui sera régulière. Et donc, du coup, c'est un peu un Carson Wentz. Ça sera plutôt un Carson Wentz qui pourra arriver. Mais je crois très fortement, très honnêtement, personnellement et réalistement. Après, la vraie question, c'est est-ce que demain, il sera capable de retrouver son niveau, et je pense que la comparaison avec Justin Herbert fait très très mal aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. On vous souhaite du succès en tout cas pour relancer un peu la FC East après autant d'années de Patriots. Exactement, ça va être sympa. Cool, et c'est parfait. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode sur la dynastie. Si vous avez la moindre question sur ou vous voulez des conseils pour démarrer une dynastie, des idées de format, des idées de settings, etc., dites-le nous. Merci Antoine beaucoup pour ta participation et des conseils super pertinents. Avec grand plaisir, merci à vous les gars pour l'invitation. Et merci à toi Aptine, on se retrouve sur Twitter @AMAGJ pour les coups de gueule, pour les questions, pour un peu de tout. Pour la NBA, pour l'instant, tant que NBA encore là, NBA. Ça marche. Le compte Twitter de l'émission @FantasyBallersF. Retrouvez-nous comme d'hab sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram maintenant. Et on vous dit un très bon été, un très bon début d'été et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, ciao. Bye.